c'est parti. Donc, un théorème qui est vraiment cool, le petit théorème de Fermat. Alors effectivement, il s'appelle petit théorème de Fermat parce qu'il y a un grand théorème de Fermat. Qui au passage... qui au passage est un théorème dont on n'a toujours pas la démonstration, où il y a beaucoup de mythes par rapport à ça, enfin, c'est assez incroyable. Fermat c'est un petit peu un troll, parce qu'en fait il avait dit, ouais il y a la démonstration, il a mis dans une marge de ses notes, démonstration super facile, et aujourd'hui personne n'a trouvé. Ah, c'est comme vos cours. Donc, de quoi? C'est comme vos cours. Ouais, c'est comme mes cours, voilà. Non, mais là c'est vraiment marqué démonstration très facile, et aujourd'hui personne n'a la démonstration du grand théorème de Fermat. C'est un des problèmes du siècle ou quoi? C'est un gros problème. C'est pas un problème du millénaire. Sur certains points, il pourrait s'approcher, je pense, mais c'est pas un problème du millénaire. Mais c'est un très très grand problème, vraiment, enfin c'est un très gros problème. Et donc il a un autre petit théorème qui est beaucoup plus sympa, qui s'appelle le... Oui. Du coup, la démonstration doit aller voir qui? Genre, il y a un référent des mathématiques? Bah non, c'est une communauté en mathématiques qui démontre. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu veux démontrer un résultat, bah, tu soumets ta démonstration à la communauté mathématique, ou tout le monde en fait. Comment on les... Bah, tu la mets en ligne. Il y a par exemple le dernier problème qui avait été démontré, un problème très compliqué, hein, c'est un problème du millénaire. La démonstration elle a été publiée en ligne et tout le monde a pu vérifier que c'était bon. C'est quand le vol est... Ah non, mais là-dessus il y a rarement de... Enfin, sauf quand c'est des femmes, on vole le travail des femmes, mais rarement des hommes. Sinon, là, le gars qui a démontré, donc Perelman, il s'appelait Grégory Perelman, qui a démontré ce truc-là, justement, il ne voulait pas passer par les publications officielles parce qu'il estimait que le système il était un petit peu trop élitiste et tout, donc il a publié gratuitement sa démonstration. Et tout le monde a pu la vérifier et elle est bonne. Voilà. Donc il a gagné $1 million qu'il n'a pas pris. Et pareil pour la médaille fiche, il n'a pas pris non plus. Donc, mais un de ces quatre, si vous démontrez le théorème de Fermat, allez-y, prenez pas $1 million et tout, vous rentrerez dans l'histoire. Ah, c'est bon. Alors, que vous dit ce petit théorème de Fermat? Il vous dit que vous avez besoin de deux trucs. Un nombre premier et un entier A positif. C'est tout. C'est très simple, on est d'accord. Et le théorème de Fermat, il vous dit que A puissance P, c'est congru à A modulo P. Ah, pardon, désolé. Attends pour moi. Hop. Donc, ici, congru à A modulo P. C'est très simple. Vous avez vu, c'est une formule très simple. Rappelez-vous la congruence, hein, c'est important. La congruence, ça veut dire quoi en fait? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que ça veut dire ce truc-là. Je vais vous mettre là une petite remarque pour voir un petit peu. Ça veut dire que le reste de la division euclidienne de A puissance P par P, c'est A. D'accord? Une autre façon de l'écrire, parce que vous vous souvenez, ça veut dire que la différence de ça moins ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, A puissance P moins P, c'est un multiple de P, avec K qui appartient à Z. Une autre façon de le voir. D'accord? Et ça, c'est assez fou, hein. Ça marche quel que soit ce que vous prenez. Donnez-moi un nombre premier, n'importe lequel. 3. Allez, P égale, pour le plus marrant, P égale 11. 7. P égale 11. Ok? Et N, cette fois-ci, l'entier, vous pouvez prendre celui que vous voulez. 95. 95, merci. Et bien, le petit théorème de Fermat vous dit que du coup, grâce au petit théorème de Fermat, vous pouvez dire que 95 à la puissance 11, c'est congru à 95 modulo 11. Vous connaissez, ça vous n'avez pas besoin de le faire, hein, ce truc. Il est chiant d'ailleurs à faire, hein. 95 pour 95 pour 95, mais vous savez que modulo 11, donc dans, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une espèce d'horloge là, en fait si vous faites les trucs, bah, vous savez que ça, ce nombre-là, son reste par la division euclidienne, c'est 95. Du coup, n'importe quel nombre avec un nombre premier. Vérifie ça. Et ça, c'est trop bien quand on sait que la cryptographie, aujourd'hui de nos jours, elle repose sur le nombre premier. Ça veut dire que n'importe quel nombre, si on lui met un nombre premier, son reste sera lui-même. N'importe quel nombre, il faut lui mettre une puissance, Oui, avec la puissance qui coïncide. Son reste avec lui-même. Alors, il y a un théorème qui est un peu mieux, c'est avec le corollaire. Cette fois-ci, il vous faut une indication en plus. C'est les mêmes conditions, mais regardez l'indication qu'il vous faut en plus, il faut que P ne divise pas A. Et si vous avez ça, vous avez encore mieux que ça, regardez, vous avez que A puissance P, je vais essayer de reprendre les mêmes notations, A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Et alors là, c'est encore mieux, parce que le reste, c'est carrément 1. Et là, c'est trop bien, quoi. Des trucs où c'est 1 en reste de division euclidienne, c'est vraiment trop bien. Donc là, un autre exemple, allez, on va se prendre un nombre premier P et un nombre A, mais attention, il faut vérifier que ça ne divise pas. Ouais. Et du coup, là c'est bien parce que
ça utilise aussi autre chose qu'un nombre premier. Parce que c'est un nombre Oui, premier. exactement. P-1, c'est pas un nombre premier. Ouais. Donc ça qui est bien, c'est qu'en fait là on a un résultat pour un nombre premier, mais là on l'aura pour un truc qui n'est pas premier. Et on peut faire avec tout ou pas? Alors on peut le faire, en tout cas il faut vérifier ses conditions, ça c'est sûr. Après, effectivement, on pourra peut-être utiliser des propriétés de la congruence pour arriver à des nombres qui ne sont pas forcément P-1 ici. Okay. Alors quelqu'un peut donner un exemple de P et de A, mais attention, vous devez vérifier un truc. Hein. P divise par A. Bah on prend 7. P égale... Alors P égale 7, je veux bien. Vous prenez quoi pour A alors? 50. 50, P divise pas 50, tout le monde est d'accord? Je sais pas, on peut... Ou de source. Je sais pas. Ah non, c'est fois 7 égale 49. Bah oui. Bravo. Ah oui. Donc ici, bah regardez ce que vous dit le petit théorème de Fermat, il vous dit donc que 50 à la puissance quoi? 7 moins 1. Donc 6, 6, voilà, c'est congru à 1 modulo 7. Et ben là c'est fou, vous n'avez pas besoin de faire le calcul de 50 puissance 6, vous savez que son reste par la division euclidienne par 7 là, c'est 1. Donc là, regardez une autre façon de l'écrire, là je sais pas si de l'écrire comme quand vous étiez petit ou petite, là vous écrivez ça comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez là. 50 imaginez qu'il y a 50 puissance 6 ici. Vous le divisez par 7. Bah moi je sais que là, je sais pas ce qui va se passer, mais là c'est 1. Pareil ici. 95 puissance 11. Reste de division euclidienne par, par 11, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Par 11, ici, 95. Mais alors ici, on peut se poser une question. C'est est-ce qu'on pouvait pas encore aller chercher un peu là? 8. Vous pouvez encore aller chercher un peu là? Ouais, ici. bah oui, on pouvait continuer. Et il n'est pas forcément optimal le truc qui est là. Il est bien, celui-là il est optimal. Ouais. Avoir un reste qui vaut 1, faut aller chercher quoi le reste, hein, d'accord? Un reste qui vaut 1, c'est pas toujours pratique. Mais là, ici, c'est pas forcément optimal. On peut peut-être aller encore un petit peu, on peut un peu creuser. Mais il est peut-être pas optimal, mais quand même, il vous débroussaille votre 95 puissance 11. 95 puissance 11, c'est énorme comme nombre. Hein. Et de juste obtenir 95 à la fin, vous avez quand même dégagé plein de multiples de 11 dans l'histoire. Ouais. Ça a l'air un peu bête ce que j'ai demandé, mais je crois que j'étais pas là au cours où vous avez fait ça la toute première fois. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si ça sert à quoi d'avoir le reste. Bah ça peut servir pour plein de trucs en fait. Alors, soit des fois c'est juste demander dans l'exercice, donner le reste à la division euclidienne, ça c'est ça. D'avoir des restes, c'est par exemple quand tu changes de monde, entre guillemets, ici là, toi tu as l'habitude de travailler dans le monde binaire, donc, enfin le monde binaire, le monde décimal, avec des puissances de 10, ouais. C'est comme ça que tu comptes, hein, parce que tu as 10 doigts. Donc tu comptes dans le monde de 10, tout est en puissance de 10. 10 puissance 1, 10 puissance 2, c'est 100 et 1000, donc tu as l'habitude de compter tes nombres comme ça. Mais tu pourrais dire, tiens, aujourd'hui, bah, je vais m'intéresser au monde où je compte en puissance de 7. Je peux compter en puissance de 7, parce que c'est juste que je vais y arriver. En puissance de 2, c'est le binaire. Et donc ici, ça te dit, bah, si tu comptes dans ton monde en puissance de 7, tu sais que ton reste de division euclidienne c'est 1, donc ça veut dire qu'en fait, dans ton monde où tu comptes en puissance de 7, si tu fais des tours comme ça, 50 puissance 6, en fait c'est 1. Ok, mais du coup de base, même en dehors du chapitre, quand on faisait que les modulos, ouais. Ça servait à quoi d'avoir le reste? Parce que là, j'étais pas là au tout premier cours. Bah quand tu veux, c'est en général, ça sert beaucoup, la congruence hein, notamment, ça a beaucoup servi en cryptographie. Okay. Ça sert à ça en tout cas pour trouver pour crypter ou décrypter des messages, ça sert beaucoup dans ça, si tu veux une application concrète. Après, tu peux en avoir plein, en informatique aussi, mais c'est proche de la cryptographie également. Et après, c'est juste ludique, okay. Tout simplement. Okay. C'est bon? Je connais que la cryptomonnaie. Ouais. Trop bien.